Le président français Emmanuel Macron est actuellement en Algérie, André Christelle Fanga. Alors, pour une visite qui intervient pratiquement quelques semaines après une tournée au Cameroun, au Bénin et bien sûr en Guinée et Bissau. Alors, pour vous, quelle est un peu votre lecture de cette nouvelle visite du président français sur le continent africain? Je pense que quand Simon venait de dire quelque chose de très important dans les citations de chez nous, ce n'est pas le pied de quelqu'un qui l'amène quelque part, c'est son ventre. Oh. C'est le ventre de Macron qui l'amène en Afrique. C'est-à-dire, la France a faim. La France est dans une situation désespérée. La France a atteint le niveau de chômage. D'ailleurs, il y a même des coupures d'électricité en France. Donc, comprenez que la France aujourd'hui est en difficulté. Et cette difficulté, c'est parce que le petit nain géopolitique, le petit nain économique, le petit nain en termes de superficie et de population, a voulu se faire croire qu'il était devenu un homme important, quelque chose d'important ou bien un pays important. Parce que la vérité, c'est que les mensonges français nous ont amenés à croire que la France était un très grand pays. C'est pour ça que Macron pouvait parler fort en disant que dans la Russie, on va régler son problème il y a de cela quelque temps, on va prendre des sanctions. Les sanctions contre la Russie se sont répercutées contre eux-mêmes. Donc aujourd'hui, le problème de gaz devient, le gaz russe devient un problème pour l'Europe actuellement. Donc, M. Macron cherche les débouchés, cherche les nouvelles aventures. D'ailleurs, nous nous rappelons d'une réunion du G7 où M. Macron courait pour attraper Joe Biden. Nous avons vu la vidéo. Il dit, Joe, j'ai appelé, après il dit, président, j'ai appelé le président, je crois que c'était le type d'Arabie Saoudite, pour qu'ils voient comment ils vont augmenter la production de leur pétrole et de tout le reste là. Donc, j'étais en négociation et ça n'a pas duré. Biden est parti là-bas en visite. Pour simplement dire quoi? Pour simplement dire que les difficultés aujourd'hui que vit l'Europe et la France en particulier l'amènent à chercher maintenant de nouvelles solutions. Et ces nouvelles solutions, ils ont dit qu'ils vont trouver ce gaz-là n'importe où. Sauf le gaz russe. Parce que simplement, ils ne voulaient pas se rabaisser au niveau du gaz, au niveau de la Russie, en disant que vraiment, on a commis une erreur, en disant qu'on va sanctionner le président Vladimir Poutine et la Russie. Donc, aujourd'hui, cette escalade entre l'Ukraine et la Russie met l'Europe en difficulté. Met le dollar américain en difficulté, met l'euro en difficulté, met toute l'économie européenne en difficulté. Et maintenant, il faut chercher maintenant où trouver de nouvelles ressources pour essayer d'alimenter l'énergie, les centrales nucléaires françaises. D'ailleurs, on signale qu'il y a déjà quelques centrales nucléaires françaises qui sont déjà en arrêt. Suivez mon regard, vous pouvez vérifier. Les centrales nucléaires sont déjà en arrêt parce que en vérité, il n'y a plus assez de boulot. Il n'y a plus assez d'enrichissement en uranium. Donc, il faut trouver des voies et moyens pour que ces gens-là puissent avoir de l'énergie. Donc, aujourd'hui, l'Allemagne, on n'en parle pas. Hein. Vous savez que l'Allemagne est très endetté. Et ils ont même dit qu'ils sont prêts à mettre de côté toutes les sanctions qu'on avait fait à la Russie pour que la coopération recommence normalement entre la Russie et l'Allemagne, surtout en matière de gaz. Et sachant que d'ici quelques semaines, professeur Mbelek, c'est vous qui étiez en Europe, c'est vous qui connaissez bien la France. D'ici peu, il y aura le froid en Europe, n'est-ce pas? Dans quelques mois. Dans quelques mois. Et s'il n'y a pas le chauffage, s'il n'y a pas le gaz pour justement mettre le chauffage dans les maisons, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Qu'est-ce que les Européens vont devenir? Ça, c'est indépendant. Donc, il faut anticiper sur des questions qui vont venir bientôt. C'est-à-dire, il faut trouver des solutions alternatives. Et M. Macron va en Algérie, n'est-ce pas, pour chercher quoi? Il faut aller négocier le gaz. Mais vous n'avez pas pu donner une bonne raffinerie à ces pays que vous avez colonisés.
Prenons l'exemple du Cameroun. Vous avez fait construire une Sonara au rabais. Le Cameroun n'est même pas capable de raffiner son propre pétrole extrait de son propre sol. Avec l'expertise française. Dans les autres pays, que ce soit au Gabon, vous avez tout fait. Vous avez pensionné, vous avez détruit presque. Vous avez fait des petites choses qui ne peuvent pas aider ces nations-là. Aujourd'hui, vous êtes dans le besoin. Vous avez fait du mal à vous-même. C'est pour ça qu'on demande à ces gens de faire des partenariats importants, des partenariats gagnants-gagnants. Mais comme on a affaire à un pays sensu, c'est-à-dire qui ne vit que sur le dos des autres, la censure ne suce que le sang du poisson, des autres êtres humains pour essayer de se maintenir en équilibre. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la France essaye, d'ailleurs Emmanuel Macron est l'agent commercial de l'Europe, pour aller essayer de négocier, si possible, avoir quelque chose dans le continent africain. Et la preuve en est, il va faire 3 jours en Algérie. Alors que les autres, ils faisaient les 24 heures. Ils couraient parce qu'ils pensaient qu'il était en territoire conquis. Maintenant, il s'est retrouvé que maintenant, il n'est plus en territoire conquis au Cameroun, au Bénin et en Guinée-Bissau. Il est obligé d'aller maintenant en Algérie où il y a une forte résistance. Et d'ailleurs, je crois que dans la prochaine prise de parole, je vais mieux développer là-dessus. Très bien, merci. Merci pour cette brique. Ça permet que tout le monde puisse faire la première lecture sur cette visite. Alors, nous allons en multiplex retrouver Nestor Podassir. Nestor, dites-nous, quelle est un peu votre lecture de cette deuxième visite du président français sur le territoire algérien depuis qu'il est à la tête de la France? Je rappelle que le président français est en train d'effectuer une visite de 3 jours en Algérie. Moi, la lecture que je peux faire est que Emmanuel Macron court pour venir mendier la survie de la France en Algérie et précisément en Afrique. Voilà, il est venu mendier la survie de la France parce qu'eux-mêmes, ils sont conscients aujourd'hui que, de façon que le Mali est parti, bientôt, le Burkina va quitter les mains de la France. Les autres pays sont en train de manifester. Vous voyez, au Niger, ça manifeste contre la France. En Afrique du Sud, au Gabon, au Tchad, ça manifeste. Et bientôt, le Sénégal, ils vont perdre le Sénégal quand Ousmane Sonko va arriver au pouvoir. Ils vont perdre aussi la Côte d'Ivoire quand Alassane Ouattara va quitter le pouvoir. Donc, avec la crise ukrainienne qui se passe actuellement, de l'autre côté, Russie a fermé une partie de son gaz. Et très bientôt, c'est au moment où il va faire très froid en France. S'il n'y a pas de gaz, il y a des Français qui vont mourir dans leur propre maison. Parce qu'ils ne pourront pas ouvrir les portes pour aller au service à cause de la neige. Donc Macron court pour aller négocier la survie de la France. Tout simplement parce que la Russie a fermé une partie du revenu. Il pensait qu'en sanctionnant la Russie, c'est la Russie qui allait s'affaiblir. Mais j'oublie que c'est auto-sanction. Ça, c'est effet de boomerang. Donc, la France vient en Algérie pour négocier, premièrement, pour que l'Algérie leur fournisse du gaz. Pour pouvoir, dans 3 mois, dans 2 mois, comme ça, en Europe, et précisément en France, il fera très frais. Dans 4 mois, 5 mois, à partir de décembre, tout ça là, il fait très frais. Donc, il faut négocier les gaz. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, la France négocie pour sauver sa tête par rapport à la situation du Mali. Vous voyez que le Mali a déposé plainte auprès de l'ONU avec les preuves à l'appui que la France est le parrain des terroristes que nous avons toujours dit ici et dénoncé sur Afrique Média, partout sur les réseaux sociaux, jusqu'à ce que l'ambassadeur idiot inutile du Burkina Faso se permette de dire que les Africains qui accusent la France d'être complices du terrorisme sont des idiots utiles. Sacrilège. Pour négocier avec l'Algérie, comme l'Algérie et le Mali sont en bon terme actuellement, est-ce que le Mali et l'Algérie ne peut pas intervenir auprès du Mali pour que le Mali retire sa plainte? Ça, c'est ce que moi je pense. Voilà. Voici ce qu'Emmanuel Macron va tenter de faire, mais ça ne marchera pas. Peut-être ce qui peut marcher, vu que nous les Africains, nous sommes humains, nous sommes humanistes, par humanisme, pour que les Français vivent comme ça.
même s'ils sont sauvages envers nous, l'Algérie va leur donner gaz pour qu'ils puissent utiliser. Mais si la France pense qu'il peut influencer l'Algérie, pour qu'il retire sa plainte, et pour qu'il influence le Mali, pour que le Mali retire sa plainte auprès de l'ONU, c'est des mensonges, ça ne marchera pas. Le Mali ne va même pas accepter, l'Algérie ne va pas accepter. C'est trop tard. Parce que même si le président algérien accepte, 2019 n'est pas loin. Le peuple algérien, c'est un peuple courageux, déterminé, qui sait ce qu'elle veut. Le peuple risque de déposer le président. Parce qu'on a vu en 2019 avec Abdelaziz Bouteflika que le peuple a déposé, si je ne me trompe pas. Et donc, le président qui est là sait que c'est par une révolution du peuple algérien qu'il est arrivé. Il ne va pas oser tomber dans le piège de Macron. Mais il peut donner gaz à Macron pour que le peuple français vive. Mais pour qu'on retire la plainte du Mali à l'ONU, ça ne passera pas. Donc Macron lui-même sait, raison pour laquelle il va prendre 3 jours, essayer de négocier, pleurnicher, pleurer, pour qu'on leur donne gaz. Mais l'autre dossier là, ça c'est caduc. Maintenant, quand la plainte au niveau de l'ONU va marcher, quand tout sera éclairé, MINUSMA va quitter, MONUSCO va quitter, tous les bases étrangères en Afrique vont quitter parce que ça va révéler les Africains non éclairés encore. Cette situation de l'ONU, de plainte du Mali va encore éclairer beaucoup d'Africains et c'est l'ONU même va s'éclater, la France sera mise à nu et ce qui a été dit sera fait. La France va devenir un pays mendiant et les Français vont venir travailler ici, vont devenir nos boys. C'est ça Macron tente de sauver, mais malheureusement, le karma de Dieu a déjà sonné. Comme la décennie 2020-2030, c'est la décennie de l'Afrique, et qu'il y aura inverse de situation, au plus tard 2030, la France-Afrique va finir. Donc vraiment, il y a quoi à Macron? Il est venu de bonne foi, mais malheureusement, comme ils sont des vampires, des sangsues, donc Dieu même a tourné le dos à la France. Donc il n'a qu'à accepter comme ça. Voilà, que Dieu les pardonne de leurs fautes, mais qu'ils sachent que l'Afrique doit se développer. Donc l'Algérie va donner le gaz, mais ils ne vont pas accepter pour que Mali retire sa plainte. Merci beaucoup. C'est pour cette première prise de parole. Alors, patriarche Simo Odé, dis-nous un peu. Alors, on a essayé un peu de suivre André Christelle Fanga. Nous venons également de suivre Nestor Podacé. Mais donner toutes les raisons possibles, hein, on va avoir l'occasion d'évoquer dans le cas de cette émission. Mais est-ce que quand même cette visite n'entre pas dans le cadre normal des relations d'un pays avec un autre pays? Vous savez, moi je regarde le problème au-delà du problème du gaz. Oui. Parce que la France est un pays voyou. J'ai l'impression que depuis que le Mali a tourné le dos à la France cherche par tous les moyens à infiltrer le territoire malien. Au-delà du gaz. Je dis bien au-delà du gaz. Parce qu'il ne faudrait pas regarder la présence de la France en Algérie seulement sous le prisme du gaz. Depuis un certain moment, le Mali l'Algérie a interdit de traverser le territoire algérien. Est-ce que sa présence là-bas c'est seulement pour le gaz ou bien c'est pour négocier également un moyen de passer par l'Algérie pour déstabiliser le Mali? Et vous savez bien que... C'est ce que vous tentez de dire, hein, Nestor Podacé, pour dire que l'enjeu malien aussi dans le cas de cette visite. Bien sûr, il n'y a pas que le du gaz. Pour la simple raison que vous savez, c'est maintenant que le papillon ignore qu'il n'est qu'une chenille habillée. Je dis bien, le papillon ignore qu'il n'est qu'une chenille habillée. La France pensait qu'ils étaient quelque chose de très très grand. Aujourd'hui, ils se rendent compte qu'ils sont très très petits. Et ils font tout et tout pour négocier avec des pays qu'ils méprisaient hier. La preuve, partout dans un pays africain, comme Podacé l'a dit, la France est rejetée. Parce que quand vous êtes avec un monsieur qu'on appelle la France, et que dans le mot France, il y a le mot souffrance, sachez que vous avez passé toute votre vie à souffrir. Vous avez passé toute votre vie à souffrir. Donc, il faudrait qu'on foute la France hors de tous les pays africains. Parce qu'on ne peut pas être un pays responsable. Et depuis bientôt 70 ans, vous détenez le porte-monnaie de 15 pays africains dans vos mains. Ils sont venus au Cameroun. Leur premier truc, c'était quoi? Mettre en place les brasseries, créer Bastos, mettre en place une structure pour distribuer les produits pharmaceutiques. Ils n'ont jamais créé une seule industrie. Comme Fanga l'a dit,
La Sonara, ils ont mis en place une industrie inutile de pétrole qui n'a jamais rien produit pour aider les pays africains. Aujourd'hui, ils sont les premiers à s'en plaindre. Ils pensaient peut-être qu'ils faisaient du mal aux gens. C'est pour ça que quand vous êtes dans la vie, il faut éviter de penser du mal de qui que ce soit. Quand vous posez des actes positifs parce que vous ne savez pas les répercussions de vos actes dans l'avenir. Aujourd'hui, l'Afrique est en train de démontrer à la France que ils ont passé tout leur pays tout le temps à mépriser les pays africains. Aujourd'hui, ils viennent s'agenouiller devant les pays africains pour leur demander de l'aide. Et ce n'est que le début. Ils n'ont encore rien vu. Malheureusement, comme je dis toujours, si un voleur vous vole et déclare qu'il va vous aider à retrouver le voleur, vous ne trouverez jamais le voleur. Vous n'allez jamais le retrouver. Parce qu'un voleur qui vous vole, qui va vous aider, vous allez le retrouver quand? Puisque je dis même le voleur. Les Français ont passé tout le temps à piller l'Afrique. Maintenant, ils pensent qu'ils peuvent venir nous aider à trouver les voleurs. C'est que ce monsieur fait en Algérie, il perd du temps. Je suis convaincu que le peuple algérien ne peut jamais, au vu de ce que les Français font en Algérie, accepter une quelconque négociation avec la France. C'est pas possible. Mais il y a pourtant un accord qu'on annonce pour demain. Vous savez l'accord. Vous savez pas ce qu'il y a dans les accords. Les pays signent bien des accords, mais ils peuvent dénoncer ces accords. C'est bien d'essayer des accords. Si le fait pour faire bien dans le domaine diplomatique. Mais on peut dénoncer ces accords à tout moment parce qu'on ne peut pas accepter qu'un pays qui vous a maltraité pendant des décennies. Au moment où je parle, en France, les Algériens sont maltraités. Tous les pays africains sont maltraités. Donc ils vont en France, en Algérie, dire quoi? Pour arranger quoi? Quel problème? À quelle heure? C'est le lieu ici d'interpeller tous ces pays qui comprennent que celui qui veut le miel se préparer à affronter les abeilles. Les abeilles. Ça c'est clair. Celui qui veut le miel doit s'apprêter à affronter les abeilles parce que la France aujourd'hui aura de la peine à convaincre nous les panafricains. Ce n'est pas possible. Parce qu'on a éduqué le peuple africain qui comprenne que la France c'est un pays de souffrance. Dans le mot souffrance, il y a France. Donc si vous êtes avec la France, vous êtes dans la souffrance permanente, vous ne pouvez jamais vous en sortir. Donc il n'est pas question de traiter quoi que ce soit avec la France. C'est pas possible. Pour moi, ils n'ont qu'à aller se faire foutre là où ils veulent, mais sauf en Afrique. On n'a plus leur temps. D'accord. C'est entendu. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, Patrias Simondé. Alors, on va aller multiplex retrouver Issa Diawara. Issa, alors vous avez suivi les précédents panélistes. Vous êtes au Mali, hein? Alors la visite du président français Emmanuel Macron se déroule en Algérie, mais certains sur ce plateau voient quand même aussi un enjeu malien. On aimerait bien savoir, vous qui êtes au niveau du Mali, quel est un peu l'intérêt que les Maliens accordent à cette visite qui se déroule très loin de leur pays, hein, mais qui semble aussi être important pour l'avenir du Mali. Permettez-moi juste de préciser, de dire à mon frère Nestor qu'il n'y aura pas de pardon entre la France et nous tant que la France ne va pas reconnaître ses crimes, tant qu'il n'y aura pas justice. La France doit être à la barre et même réparation. Nous sommes avec la France, c'est une guerre qui a commencé, tu sais, ça fait des siècles. Contrairement à ce que beaucoup pensent, ce n'est pas avec la colonisation. L'esclavage a duré combien de siècles? Nous parlons des siècles. Donc ça fait des siècles que en tout cas, nos peuples sont en train de souffrir entre les mains de ce continent européen. N'oubliez pas, il y a des pays, anciennes colonies d'Allemagne, qui ont été distribués à la France et à l'Angleterre. Les frontières de 1885, conférence de Berlin, que ces Occidentaux sachent qu'un jour nous allons mettre fin à ces frontières. C'est une question de temps. Maintenant, nous suivons un peu de près, en tout cas, cette tournée de M. Macron. La France dit nous surveiller, nous aussi nous surveillons la France. Nous surveillons tous les agissements des policiers français. Ça, c'est très clair. Maintenant, il faudra voir qu'est-ce que la France, en ce qui concerne le volet du Mali, il y a d'autres volets sur lesquels je peux intervenir de sa visite. Par exemple, le cas de l'énergie, le fait que l'Occident est en manque d'énergie, l'hiver approche, donc il faut aller en Algérie. Parce que n'oubliez pas, si l'Arabie Saoudite n'avait pas compensé le pétrole libyen, les 1 200 000 barils de pétrole que la Libye produisait par jour,
la Libye n'allait jamais être agressée. Donc quand l'Occident cherche chaque fois une alternative, dites-vous qu'ils ont un plan, ils préparent quelque chose. Donc je voulais parler de ce volet énergétique, je voulais parler en tout cas, de ce qu'ils sont en train de tenter contre la Russie. Ce n'est pas qu'ils préparent une confrontation, ils sont déjà dans une confrontation avec la Russie, mais c'est à voir jusqu'à quelle échelle, jusqu'au niveau de quel degré ils sont dans cette confrontation, puisque aucun pays européen n'ose affronter la Russie frontalement. Donc il faut créer des mercenaires, il faut multiplier des hommes. Ensuite, ce qu'on appelle des nationalistes, des mercenaires de tout genre en Ukraine. C'est tout l'OTAN qui est là-bas, qui est en train de faire la guerre à la Russie. C'est la même chose qu'ils avaient fait en Syrie. En Syrie, vous avez eu tous les djihadistes français, tous les djihadistes européens, américains, qui ont convergé vers la Syrie, dans le seul dessein de renverser le président Bachar. Et là encore, ils en ont été empêchés par l'Iran, bien sûr, ses alliés, et la Russie, plus la Chine. Maintenant, ce qui concerne le voyage de Macron, parlant du Mali, vous savez, Macron a parlé du Mali. Il a dit que l'Algérie doit faire tout pour que l'accord d'Alger qui a été signé en Alger soit appliqué. Je rappelle à Macron que ce n'est pas un accord qui a été signé en Alger. Ça a été négocié à Alger, mais qui n'a pas été signé à Alger. Et c'est un accord qui engage Macron et Ibeka. Voilà, que les choses soient claires. Ça ne nous engage pas aujourd'hui. C'est un accord que la France a fait signer au Mali quand le Mali était en position de faiblesse. Nous avons signé cet accord quand on avait le couteau, en tout cas sous la gorge. Et cet accord n'est ni un verset biblique, ni un verset coranique, ni quoi que ce soit. Ce sont des hommes qui ont signé cet accord. Aujourd'hui, ça n'arrange pas l'État du Mali. Quand nous l'avons signé, on n'avait même pas de chars de combat opérationnels. Aujourd'hui, nous avons des avions de chasse qui peuvent toucher les bases françaises. Nous n'allons pas appliquer cet accord. Un accord qui donne l'indépendance à une partie du Mali. Nous n'allons pas l'appliquer. La France a profité du BK, de la faiblesse du BK, pour faire signer tous les accords contre le Mali. Et aujourd'hui, on nous demande de respecter ces mêmes accords. Mais à quoi sert bon de respecter les accords signés par Ibeka? Si c'est le cas, pourquoi le peuple malien a chassé Ibeka? Nous avons chassé Ibeka. Ibeka va partir avec ses clics et ses claques. Il ne va rien laisser ici. Que les choses soient très claires, c'est de cela qu'il est question. Nous n'allons appliquer aucun accord signé par M. Ibeka. Ça, c'est le premier point. Puisqu'il veut utiliser cela pour retourner l'Algérie contre le Mali. Parce que, vous voyez, il dit l'accord qui a été signé à Alger. Mais ça veut dire quoi cette histoire? C'est quel accord? De quel accord il parle? Et au même moment, ces rebelles-là sont en train de préparer une réunion le 27 août. Vous pensez que c'est un fait de hasard? Et le Nord Mali regorge beaucoup de ressources naturelles, énergétiques surtout. Et des ressources qui peuvent même concurrencer l'Algérie. La France pense que les gens ne sont pas intelligents. C'est ce qui est très grave. Nous sommes plus intelligents qu'eux. On n'avait pas compris leur système. Maintenant, nous avons mieux compris leur système qu'eux. Ils avaient envoyé l'Italie créer un cadre de façon avec les rebelles et l'État malien, qu'on appelait ici CPS, cadre permanent stratégique. Ils proposaient beaucoup d'argent. C'est de l'argent européen. Pour qu'on stabilise la situation du Nord, et à ce moment, ils pourront exploiter les ressources du Nord. Parce que l'accord d'Alger que j'ai dit, le Mali ne va pas appliquer. C'est un accord qui permet aux groupes armés de négocier des traités, c'est-à-dire l'exploitation des sous-sols maliens directement sans passer par l'État du Mali. Mais quel pays va accepter cela? La France va accepter que l'accord se négocie, en tout cas l'exploitation de la France, sans passer par l'État central français? Mais ça ne va pas marcher ici. Hein. Donc cet accord, on ne va pas l'appliquer. Merci à vous pour cette première prise de parole. Hein. Merci beaucoup. Donc, on va aussi donner la parole à d'autres panélistes sur ce plateau. Alors, professeur Jean-Paul Bellec, alors, j'aimerais bien aussi avoir votre avis. Hein. Alors, vos prédécesseurs, donc, ils ont vu l'enjeu du gaz, l'enjeu du Mali. Alors, lorsqu'on sait quand même, hein, c'est ce que, d'après déjà, c'est que certains observateurs ont remarqué que la première visite, la dernière visite de
président français sur le continent africain, au Cameroun, au Bénin et en Guinée-Bissau, toutes ces visites n'ont pas été vraiment un véritable succès par rapport à l'agenda qu'avait le président Macron en venant sur le continent africain. Alors, lorsque vous voyez par exemple la longue tête-à-tête entre le président français et le président algérien, lorsque vous voyez qu'il a été reçu à l'aéroport à sa descente d'avion par le président algérien, et tout ce qui se vit actuellement au niveau de ce pays dans le cadre de cette visite, est-ce que vous avez le sentiment, est-ce que vous êtes avec ceux qui pensent que la France est en train de se faire pratiquement une santé sur le continent africain après l'échec de la première visite, et que c'est là en train de réussir? Pas du tout. Pas du tout. C'est ce que vous dites. Allez-y, professeur. Et comment? Que M. Macron, il est bête. Pardon, professeur, je vous en prie. Ah, je dis pas ça. Non. Bon, ok. Moi, je dis ça en termes de qualification de niveau. Mais je vais changer de mot. D'accord. Non, je vais changer de mot. Je vais quand même dire ce que je voulais dire, mais avec un autre mot. Parce que quand je dis ça, c'est pas une insulte. C'était en termes de niveau. Voilà. Je vais dire qu'il ne réfléchit pas assez. D'accord. Peut-être de mots. Voilà. Oui, c'est ça que je voulais dire, en fait. Et c'est que sa réflexion est un peu limitée. Parce que vous ne pouvez pas avoir échoué au Bénin. Cameroun, je ne dis même rien là-bas. Hein. Parce que le Cameroun, c'est un échec annoncé. Il savait lui-même venant aussi qu'au Cameroun, il vient dans un pays hostile. Puisque c'est le berceau du panafricanisme au XXIe siècle, non? C'est ici que ça part. Donc, je ne dis pas que dès le début, on connaissait bien la diaspora, après il y a les problèmes Nkrumah chez Kantadio. Mais je dis qu'au niveau du XXIe siècle, c'est le Cameroun. Depuis au moins combien Afrique Média, c'est combien? Au moins 15 ans. Bon, donc, lui, il vient ici, c'était fait aussi. Alors, le Bénin, avec le camouflet là aussi au Bénin, hein, parce que déjà l'accueil, c'était le ministre, je crois, des Affaires étrangères. C'est des Affaires étrangères. Voilà, bon, ok, donc déjà... Bon. Mais là, en Algérie, c'est le chef de l'État. Oui, j'arrive, mais le chef d'État algérien était un Africain. Hein. C'est un Africain, donc c'était pas pour rien, tout à l'heure j'ai bien dit, panafricanisme, négrisme, c'est pas pareil. Le chef d'État algérien, il a beau être blanc comme ça, c'est un Africain. Il y a des blancs en Afrique, non? Tout à fait. Et c'est un Africain 100%. Oui, on va pas discriminer là-bas. Il est africain. Parce que psychologiquement, il va réagir en africain. Il n'y a que Macron qui comprend pas. Regardez quand il était avec Paul Biya là. Paul Biya, il fait genre, bon, écoute, me pose pas. Mais, et les Français, et Macron, il traduit, Macron prend même la peine de traduire la question de la journaliste. Il croit que Paul Biya n'entend pas, quoi. Alors qu'il entend très bien, puisque toutes les autres questions, les a entendues de la licence militaire. Mais il ne comprend pas les codes africains. Les Algériens sont les Africains comme nous. Donc, on lui fait une politique à l'africaine, mais lui, il ne capte pas. Il va être reçu par le président. Il va rester dans son rêve, là. Mais quand il va quitter l'Algérie, vous êtes sûr même qu'il a fait les 3 jours. Quand il va voir que qu'il espère ne marche pas. Parce que l'Algérie, c'est quand même un des pays de front de la lutte pour les indépendances. Oui. Les indépendances et le panafricanisme, ça va ensemble. Tout à fait. Alors, ils ont changé du jour au lendemain? Non. Au contraire, j'ai dit que il y a eu tentative dans les années, c'était les années 90 là, avec le terrorisme. Ça a échoué, ok? Donc là, ils sont en train de se remettre, ils reviennent. Et c'est un grand partenaire de la Russie. Toi, tu entres dans l'antre de l'ours et tu veux croire que tu es encore chez le coq. C'est l'antre de l'ours, puisque l'ours est bienvenu en Algérie. Et donc, non, il n'a pas encore compris les codes africains, parce que ça, c'est l'arrogance occidentale. Je n'ai pas dit européenne, hein. Je précise occidentale, parce que même les Russes sont des Européens. Enfin, il y a une partie russe qui est européenne. Il y a une autre partie qui est asiatique, mais une bonne partie Moscou, c'est en Europe, par exemple. La capitale de la Fédération de Russie, c'est en Europe. Moscou, c'est en Europe. Voilà. Bon, maintenant, si je commence à arriver à la France et le Kazakhstan, je suis en Asie. Bon, Vladivostok, c'est en Asie, par exemple. Voilà. Mais n'empêche que, quand on dit d'ailleurs Vladivostok, ça indique bien la direction de l'Est. Hein. Alors, bon, ça n'empêche que, dans le cas d'Algérie, lorsque M. Macron arrive, voilà, il a des choses qu'il veut défendre. Voilà. On n'a pas eu du pétrole. On a parlé de la confrontation avec la Russie. On a parlé du Mali, qui est voisin. Hein. Le Mali, c'est pas loin, c'est voisin. Tout à fait. Il y a une frontière commune. Et même beaucoup d'autres choses dans le Sahel. Mais il n'a pas l'accord d'Alger, puisqu'il veut jouer le fait qu'il est en Algérie. Donc, peut-être que les Algériens ont intérêt à défendre cet accord d'Alger. Comme si les Algériens ne savaient pas quel était le contenu de l'accord d'Alger. Bon. Alors, mais malgré tout ça, c'est un échec annoncé. Pourquoi? Les Algériens ne vont pas trahir les Russes. Supposons même qu'entre Africains, on ne s'entende pas.
Les Algériens ne vont pas trahir les Russes. La guerre est déjà engagée entre la Russie et le camp occidental. Que les troupes françaises ne figurent pas, elles y figurent. On sait. Parmi les prisonniers qui ont été faits à Mariupol, vous vous souvenez de la grande usine de Mariupol là, il y a des Français dedans, qu'on a ramenés directement en Russie. Il y a des Américains, il y a beaucoup de nationalités occidentales. Donc ils sont déjà en guerre. Et qu'est-ce qui est bien clair? L'Occident a perdu la bataille intellectuelle. Pour parler un peu comme chez Cantadir, ils ont perdu la bataille. C'est-à-dire que si on entre dans la réflexion pure, ils vont être battus à chaque fois. Je m'explique. Lorsque Vladimir Poutine engage cette opération spéciale en Ukraine le 24 février 2022, cette date précise-là, c'est déjà l'échec pour l'Occident. Je vais expliquer. Pourquoi? Parce que dans la tête des dirigeants occidentaux, bon là au moins vous n'allez pas me dire le contraire, hein, parce que nous avons tous une petite tête. Personne n'a une grosse tête, puisque c'est un volume limité. Elle est petite la tête, elle ne fait même pas la taille du corps. Donc je peux dire petite tête, je ne suis de personne. On a tous une petite tête. Mais dans cette petite tête-là, quand on est parmi les chefs politiques occidentaux, ils n'avaient pas prévu ça. Pour eux, parce que vous voyez toutes les armes qu'on envoie en Ukraine là, bon, il y a des tournements d'armes, mais bon, en tout cas tout ce qu'on envoie, ce sont des armes qui devaient être envoyées en Ukraine, en espérant que la Russie ne voit rien. En fait, je veux dire que les armes qu'on envoie là, on a l'impression que la guerre enfin, l'opération spéciale ayant été déchaînée, c'est maintenant l'Occident vient en rescousse. Non! Dans leur plan, ils devaient équiper l'Ukraine en armes. Ces armes-là sont des armes qui étaient prévues, qui devaient aboutir en Ukraine. Les usines chimiques devaient être opérationnelles déjà. En fait, c'était pour déstabiliser la Russie. À travers les usines chimiques, avec le Covid, ça en rajouterait des morts. Et puis, il y aurait un début de révolte en Russie même. Pendant ce temps-là, l'Ukraine est armée. Ils peuvent donc, à partir de l'Ukraine, agresser la Russie. C'était ça. À partir du moment où vous voyez, c'est ça la différence de compréhension. Parce que quand on dit intelligence, c'est pas qu'on est bête, au sens, on réfléchit pas. Non, c'est pas ça. Hein. Bon, moi, je disais tout à l'heure en termes de niveau, hein, mais je dis, c'est même pas qu'on ne réfléchit pas. Ça veut simplement dire qu'on n'a pas lu la situation qu'il fallait. C'est du latin intellego. Lego, quand je dis lego en latin, c'est je lis. Vous comprenez? Donc, c'est juste lire intellego. C'est-à-dire, en interne, en fait, je vois une situation et je la lis dans ma tête, quoi. Et j'essaie d'avoir la bonne lecture. Si j'arrive à faire ça, je suis intelligent. Donc, je peux être intelligent ce coup-là et être bête un autre coup. Est-ce qu'il y a du mal à dire des choses pareilles? C'est juste la réalité humaine. Voilà. Mais dans le cas présent, ils sont totalement en dessous. Donc je ne vais pas éviter de dire le mot, hein, parce que c'est mal reçu. Voilà, ils sont en dessous. Pourquoi? Poutine, lui, il a vu ça. Il a anticipé. Dès qu'il a c'était fini, leur plan était mis à l'eau. Puisque les usines chimiques ont été démantelées, l'Ukraine n'a pas eu les armes qu'il fallait attendre, puisque c'est maintenant qu'on envoie. Oui, et ils sont obligés de sortir du bois en envoyant des forces spéciales. Donc ce côté-là a déjà échoué. Et l'Algérie ne peut pas, vu cet échec, fournir du gaz à la France, puisque fournir du gaz à la France, c'est aller contre les plans de la Russie. Dans les plans de la Russie, elle savait qu'elle avait l'arme du gaz. Mais ce sont les Occidentaux, comme ils font déjà pas leur propre guerre, en termes de nation, ils font la guerre en termes de camp. Autant, par exemple, camp occidental, mais pas en termes de nation. Avec la France, Macron ne fait pas la guerre pour le peuple français. C'est si on fait un sondage, la plupart des Français disent on n'en veut pas. Ils auront beau dire, oui, le gaz de la France, le président Macron lui-même a fait savoir que la France n'est pas aussi intéressée qu'on le pense par le gaz algérien, mais se félicite tout de même de la coopération qui est entre l'Algérie et l'Italie, qui est notre pays européen par rapport à ces questions du gaz. Il peut dire ça, mais c'est autre chose. Parce que de toute façon, Macron, à chaque fois qu'il va quelque part, il y a le drapeau français, à côté il y a le drapeau européen. Donc si la France n'a pas besoin, l'Italie en a besoin. Donc il parle au nom de l'Europe, puisque lui-même est président de l'Europe actuellement. Donc ça se mélange tout ça. Mais ceci dit, ok, on va augmenter la honte à la honte, hein, si ça vous gêne pas. Puisque d'accord. Merci. La France et la souffrance. Non, on va rajouter un peu, une couche. Nous on est en guerre ici. Hein. C'est pas la diplomatie feutrée. C'est vraiment, si on peut tirer à boulet rouge, on tire. Parce que nous, on veut sortir de l'esclavage, Aboubacar.
ça a assez duré tout à l'heure. Issa Diawara l'a rappelé, que c'est pas seulement le Mali au conflit en France aujourd'hui, c'est qui est vrai, mais depuis l'esclavage, on est tous en conflit. Disons, si on peut exposer les faits, parce que les faits sont inattaquables. Allons-y pour les faits. Allons-y pour les faits. Non, je dis, pour ne voir, quand on dit tirer à Boulero, certaines personnes ne comprennent pas. Non, ça dit que... Non, quand on dit tirer à Boulero, on expose les faits, mais je ne mets pas les gants pour les présenter et pour défendre ce que nous défendons. Je crois que c'est important de le dire aux téléspectateurs. Oui, c'est ça, ça veut dire. On est d'accord. C'est juste que, parce que sur d'autres plateaux, les gens mettent des gants, quoi. Ils disent jamais les choses et ils ne désignent pas le coupable, ils ne désignent pas l'agresseur, ils ne désignent pas le déstabilisateur. Nous, on le fait. Et dans l'intérêt des Africains, de l'Afrique et du panafricain surtout. Alors, je veux dire que, ok, laissons le gaz. Hein. Oui. Bon, alors moi, je mets comme explique. Une nation qui était capable d'épuiser les mines d'uranium de la région de Bonana, Franceville, au Gabon. Une nation qui a exploité l'uranium en Centrafrique et au Niger. Le diamant, faut pas oublier. Non, je reste sur l'uranium parce que c'est un problème d'énergie. Comment ça se fait que ces centrales nucléaires sont à l'arrêt? Ils ont tellement honte qu'ils disent que c'est passé un problème de corrosion. Ils ne se rendent pas compte quand ils disent qu'il y a un problème de corrosion, ils ne font qu'aggraver leur incompétence technique. Comment une centrale nucléaire peut être en corrosion? C'est à vouloir cacher la vérité et ils sortent une grossièreté. Si vous dites qu'il y a corrosion, mais c'est qu'il y a une compétence au niveau de votre logistique, là, sur le plan technique, il y a un problème là. Voilà, donc il faut choisir. Non. Ça veut dire qu'on regarde de fond. En fait, nous sommes salvateurs. Nous, l'Afrique, comme disait Cheikh Anta, on se bat pour l'Afrique, mais on se bat même pour le reste de l'humanité, en particulier les Occidentaux. Comme on les a libérés pendant la Seconde Guerre mondiale, et même avant la Première, on était là aussi. Je parle de nos ancêtres, hein, par moi, Jean-Paul Bellet, ou Fanga, ou Simo, ou Issa Diawara, ou Podacé. C'est pas nous, mais ou Linda qu'on a annoncé tout à l'heure, mais d'autres étaient là avant nous. Ils se sont battus, ils ont donné leur sang. Alors, je dis une chose. Vous savez, dans le cas du Gabon, il y a un phénomène physique, je l'ai déjà dit plusieurs fois ici, qu'on appelle le phénomène de Oclo, qu'on étudie nous en physique nucléaire en particulier. Ce signifie que il y avait une très grande concentration en uranium au Gabon. Comment la France a fait pour épuiser ça? Et s'ils ont épuisé, où sont partis cet uranium? Pour que les centrales nucléaires soient à l'arrêt. Parce que vous avez compris que la corrosion, c'est juste... voilà. Bon, sinon, il y a encore autre chose qu'on peut tirer comme conclusion. S'ils étaient tant en pénurie, ils pourraient utiliser l'uranium de leur arme atomique. 1 gramme suffirait, parce que l'uranium de l'arme atomique est enrichi à 90%. Alors que l'uranium pour les centrales nucléaires, c'est seulement 3,5%. Donc on pourrait prendre un brin et utiliser. Ça veut dire que nous sommes amènes, je l'ai déjà dit ici, de mettre en cause leur armement nucléaire. Je vous ai déjà dit ici que s'il y avait une confrontation nucléaire, c'est même pas sûr que la France aurait même l'occasion de tirer un seul missile qui contient, qui soit nucléaire. Pourquoi? Parce que d'abord, dans leur compétition, les États-Unis voudraient d'abord tirer les leurs le premier. Et ensuite, quand on dira la France aussi tire, ils n'auront rien à tirer. Parce que je vous dis que ils ont épuisé. Alors il y a les 13 familles. Où va toute la richesse puisée par l'Occident? Ça va où? Question. Pourquoi les Français n'en profitent pas? Si, ils en profitent, mais un peu. Mais nous, on n'a rien du tout. Mais eux, ils ont un peu. Mais le gros, là, il est où? Il est où? Comprenez? Donc ça, c'est une interrogation qui s'adresse aux Français. Nous, les Africains, on a déjà un début de réponse. Mais eux, ils dorment encore. Et ils vont se réveiller d'un très mauvais cauchemar. D'accord, merci, c'est entendu. Vous avez posé des questions, je pense que c'est l'attention de tout le monde. On va essayer un peu de voir si on peut reprendre dans le cadre de cette émission. Alors, André Christelle Fanga, alors le professeur Bellec a déjà pratiquement ouvert la porte hein, en parlant de la Russie. On sait quand même sur le continent africain, l'Algérie c'est un très grand partenaire de la Russie. Entre Moscou et Alger, c'est une très longue histoire et surtout sur le plan de la coopération militaire. Alors, c'est ce qui amène, ce qui fait que amène certains à dire que le président Macron n'a pas choisi l'Algérie pour rien. Mais est-ce que le président Macron il ne fait pas au hasard? Il sait pourquoi il va à Alger. Il sait que c'est la porte d'entrée la plus facile pour attaquer le Mali. Il sait que à partir de là, il peut piétiner les intérêts russes n'importe comment. Il sait que à partir de l'Algérie, il peut avoir le contrôle sur plusieurs autres États, n'est-ce pas, qui sont dans le Sahel. Parce que la vérité, c'est que c'est la guerre du Sahel qui est en train de se présenter aujourd'hui. Et le Mali est devenu le défenseur de ce Sahel-là. Et pour mieux déstabiliser le Sahel, il faut déstabiliser le Mali. Et si on déstabilise le Mali, il faut passer par l'Algérie. Mais comme l'Algérie est africain, il faut le rappeler, bien sûr, professeur Bellec, d'avoir rappelé ça aux gens.
Parce que les gens pensent que la peau blanche nous différencie des autres Africains. Mais non, nous sommes d'abord tous Africains. Alger est africain. Et d'ailleurs, dans les luttes de libération, l'Algérie a joué un rôle extrêmement important dans les luttes de libération. Que ce soit dans les années d'indépendance, que ce soit pendant les guerres. Et d'ailleurs, il n'y a que 2 pays en Afrique qui ont fait la guerre à la France. Il y a eu confrontation directe entre la France et ces pays-là. L'Algérie et le Cameroun. La France a fait la guerre au Cameroun, non? Ils sont allés, ils ont tué des gens, ils ont versé du napalm, ils ont fait... L'Algérie aussi a fait une confrontation directe avec l'armée française. Donc, c'est ces pays-là. Et d'ailleurs, dans le discours de Macron, Macron dit qu'il faut que on regarde cette histoire-là comme une histoire passée, malgré que c'est douloureux. Mais non, où est passé le contentieux historique? Pour qu'on puisse régler les problèmes, il faut d'abord qu'il y ait d'abord justice. Après justice, il y a réparation. Après réparation, qui est quand même une réconciliation, n'est-ce pas? Alors, si on n'a pas pu faire ça, et que Macron vient se bomber le torse en disant que non, il faut qu'on regarde cette histoire entre la France et l'Algérie comme du passé, alors c'est une fausse histoire, c'est une fausse démarche. Aujourd'hui, la Russie a pris un partenariat solide avec l'Algérie. Donc, M. Macron ne peut pas venir un matin, venir vouloir remettre tout cela en question et venir proposer des grands contrats, malgré qu'ils annoncent qu'il n'y aura pas de grande annonce de contrat, alors que la vérité, elle est là. C'est caché, c'est qu'on veut. Vous avez vu, Macron a fait tout pour rencontrer les caciques du système algérien, même si ce n'est pas télévisé. Parce que même Tebboune, aujourd'hui, le chef de l'État d'Algérie, n'était pas en très bon terme diplomatique avec la France et M. Macron. Donc, si vous voyez que la France, malgré sa... son arrogance, rabaisse son orgueil, ravale son orgueil, part en Algérie, ça veut dire qu'ils ont un problème grave. Et ce problème, c'est que la Russie a pris le contrôle du Sahel. La Russie a pris le contrôle du Sahel. En prenant le contrôle du Sahel, pour prendre le contrôle du Sahel, il faut quoi? C'est simple. Un pays, si vous avez pris le contrôle du Mali, vous avez pris le contrôle du Sahel. Et d'ailleurs, la plupart de tous ces États qui forment le Sahel sont les dérivés du grand empire du Mali. Donc, si tous ces pays sont les dérivés du grand empire du Mali, ça veut dire que vous ne pouvez pas avoir le contrôle sur le Sahel si vous perdez le Mali. Donc, il faut se battre. Et tous les éléments nécessaires pour conquérir le Mali. L'Algérie, par exemple, l'Algérie, et je crois que c'est quelqu'un qui l'a rappelé sur notre plateau, on a interdit le survol des avions français sur le territoire et on a permis que l'aviation russe puisse faire des opérations à partir de l'Algérie pour servir le Mali. Donc, vous voyez que c'est des contrats extrêmement importants. Et il faut rappeler que il y a des autres pays européens qui sont en contrat avec l'Algérie. En dehors de la Russie, vous avez cité l'Italie, n'est-ce pas? Et sachez qu'aujourd'hui, l'Algérie est 7e producteur mondial de gaz. Et quand les barrières sont fermées, maintenant aujourd'hui, l'Algérie vient de faire de 2 découvertes. Vous pouvez aller lire dans les documents de la Sonatrach, qui est la société de raffinage pétrolier et gazier de l'Algérie. Ils ont fait de nouvelles découvertes aujourd'hui en Algérie qui vont permettre de doubler la production du gaz des hydrocarbures algériens. Donc la France sait que d'ici peu, l'Algérie va être entre 3e ou 4e producteur de gaz au niveau mondial. Parce qu'avec les nouvelles découvertes aujourd'hui, et eux, ils en ont besoin. Et la Russie a déjà pris place. La Russie est déjà bien installée. Et information plus concrète encore. Vous savez que l'OTAN et les États-Unis veulent s'installer au Maroc. Ils ont négocié des contrats avec le Maroc. Et vous savez que actuellement, le Maroc joue un très mauvais jeu. Donc, comme la Russie est installée en Algérie, nous on s'installe au Maroc. En fait, pour continuer à confronter 2 frères ennemis. Parce que l'Algérie et le Maroc, c'est pas le grand amour. Mais, comme les deux sont manipulés par 2 puissances, c'est-à-dire le bloc occidental mené par les États-Unis et l'autre bloc occidental mené par la Russie, alors la guerre doit se produire au niveau de l'Afrique, du continent africain. C'est pour ça qu'on interpelle tous les Africains d'être prêts. Parce que la vérité, c'est que ils veulent que la guerre se produise dans notre continent. Et non plus parce qu'ils ne se feront plus jamais la guerre.
Oui, ils ont décidé qu'on ne va plus jamais se faire la guerre. C'est pour ça que vous voyez en Russie, malgré, en Ukraine, malgré la bastonnade que la Russie inflige à l'Ukraine, l'Europe ne s'attaque pas véritablement. Ils font semblant, n'est-ce pas? Ils vont recycler leurs armes, ils font passer des armes en fait pour envoyer ailleurs, pour faire de leur business. Mais la vérité, c'est qu'ils ne veulent plus s'affronter. Le seul endroit où ils veulent faire la guerre, c'est sur le continent africain. Et c'est pour ça qu'ils sont en train de préparer le terrain. C'est-à-dire, le bloc occidental, États-Unis, France, Allemagne, et tout, Angleterre et tout le reste, sont en train de préparer leur guerre sur le continent africain. L'autre côté, la Russie et ses alliés sont aussi en train de préparer leur guerre sur le continent africain. Sachez-le, ils se sont tués, ils se sont mangés. Ils ont fait, que ce soit la première et la deuxième guerre mondiale, ont été très dévastatrices pour l'Europe. Et ils se sont dit, nous ne nous ferons plus la guerre. Malgré que nous avons des intérêts divergents, mais nous allons aller chercher ailleurs. Et si possible maintenant, c'est sur le territoire africain. Et pourquoi ils vous disent que non? La race, avec les 13 familles que le professeur Belek a bien cité tout à l'heure, les 13 familles, ils sont en train de chercher où ils veulent s'établir. C'est pour ça qu'ils annoncent et ils disent à tout le monde, une Afrique sans les Africains. Parce que la guerre qu'ils sont en train de vouloir produire, parce que cette guerre-là, aujourd'hui, c'est contre nous. C'est pour ça qu'ils lancent des missiles. Ils lancent les missiles, ce n'est pas forcément les missiles balistiques ou bien de guerre, non. Ils lancent les missiles comme la famine. Ils disent non, la guerre est en Ukraine, on a un problème de blé, on dit que non, c'est l'Afrique qui sera le plus touchée. Nous, on n'a pas un problème de blé. N'est-ce pas? C'est chez nous qu'on vient dire que non, il y aura la famine en Afrique si la Russie continue à agresser l'Ukraine. Parce qu'il n'y aura plus de blé, il n'y aura plus de ceci. C'est les Africains qui vont souffrir. C'est pour ça que Macron vient se balader en Afrique en disant que non, on va créer des opportunités pour que les Africains aient le blé. Non, ce n'est pas pour nous, on n'a pas besoin de blé. D'ailleurs, même il y a des États africains qui produisent bien du blé. Plus que pour qu'ils peuvent desservir toute l'Afrique. Ils nous parlent de santé. Quand Covid arrive, on dit que non. Avec la complicité des Nations Unies, hein, c'est-à-dire Guterres et M. c'est Debrayes, je crois, le secrétaire, le directeur de l'OMC, non? L'OMS, exactement. Ils disent que non, c'est en Afrique qu'il y aura tous les hécatombes. Mais pourquoi ils projettent tout sur l'Afrique? Chers Africains, posons-nous la question. Quand il y a famine, c'est en Afrique. Quand il y a hécatombe sanitaire, c'est en Afrique. Donc, en réalité, le plan de déstabilisation de l'Europe, ou bien de ce bloc occidental capitaliste démoniaque, c'est de mettre l'Afrique à feu et à sang. C'est pour ça qu'ils posent toute leur stratégie sur le continent africain. Et c'est pour ça qu'ils montent de gauche à droite des fausses politiques, des fausses rencontres, des faux contrats, pour dire que non, en fait, nous sommes avec vous. En réalité, ils ne sont pas avec nous. Ils veulent simplement créer de la confrontation. Comme le Mali les échappe, il faut maintenant créer la confrontation entre le Mali et l'Algérie. C'est ce que Macron allait négocier. Que abandonne le Mali, nous on va faire ceci, on va t'aider à faire cela. Mais non, qu'est-ce que la France a aidé? Citez-moi un seul État que la France a aidé à se développer. Aucun. D'ailleurs, elle-même, la France, n'est pas un pays développé. Parce que si vous allez voir tout ce que la France a... Mais professeur, quand vous parlez d'incompétence, c'est une incompétence criale. Vous ne pouvez pas dire que vos centrales nucléaires sont en arrêt parce qu'il y a corrosion. N'est-ce pas? Ça veut dire qu'elle n'était pas en activité. Parce que la corrosion n'arrive parce que si vous les réacteurs continuent à tourner, ça veut dire que c'est en activité au quotidien, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'il y a un manque d'entretien. Si vous avez un manque d'entretien, ça veut dire que vous êtes incompétent. On peut comprendre pourquoi la Sonara a brûlé. Parce que si la Sonara a brûlé, ça veut dire que ils avaient l'assistance technique, le contrat d'assistance technique de la Sonara au Cameroun. Donc si la Sonara a pu brûler, ça veut dire que ceux qui avaient le contrat d'assistance technique sont incompétents et c'est eux qu'on doit arrêter. Donc aujourd'hui, nous savons que la visite de Macron, c'est pour justement continuer à attaquer la Russie. La vérité c'est qu'il faut que, comme la Russie est en Algérie, comme la Russie est au Mali, il faut créer du désordre, trouver des failles. Et d'ailleurs, je profite à mon frère du Mali de l'autre côté pour lui dire que faites attention à ces religieux qu'on envoie chez vous pour venir soi-disant négocier. Le système Ouattara est champion de ça, de faire croire que non, on vient avec la Bible, on vient avec le Coran, ça va adoucir les mœurs, ça va permettre que les gens puissent... Non, l'analyse géopolitique c'est que les espions
des États-Unis, de la France sont à l'œuvre. Et les espions, c'est les Ouattara, c'est eux qui travaillent pour justement déstabiliser, pour favoriser la guerre au niveau de nos États. Parce que la vérité, c'est qu'il faut qu'on nous détruise et on détruise à tout moment. Et c'est cette confrontation que là, nous sommes en train de préparer aujourd'hui, que nous sommes en train de voir aujourd'hui. C'est pour ça que Macron est là. Merci beaucoup à vous, André Christelle Fanga. Alors, Issa Diawara, alors, si on prend pour argent comptant, ou peut-être pour vérité, hein, ce que vient de dire André Christelle Fanga, en disant que véritablement la visite du président français en Algérie peut s'interpréter comme une confrontation directe, peut-être une manœuvre pour pouvoir détrôner la Russie dans ce pays qui déjà est lié par des grands accords déjà sur le plan militaire. Je voudrais rappeler que l'essentiel de l'armement algérien est russe. Donc entre l'Algérie et la Russie, il y a pratiquement une très grande et diversifiée coopération militaire. Alors, Issa Diawara, la question que moi je voudrais vous poser, alors peut-être aussi rapidement parce que l'essentiel, nous voulons bien que tout le monde puisse participer et aussi à plusieurs reprises sur ce plateau. Alors, est-ce que vous pensez qu'il est vraiment possible pour la France à l'heure qu'il est de pouvoir gagner cette bataille, cette confrontation directe avec la Russie en Algérie? Permettez-moi de vous dire qu'on ne doit pas imaginer une bataille entre un lapin et un lion. La France n'a pas la taille de se confronter à la Russie. La France ne peut même pas tenir 2 jours face à la Russie. La France est en mission pour affaiblir les alliés de la Russie. Parce que pour la France est dans un registre, dans un logiciel. Pour la France, la meilleure façon d'atteindre la Russie, le rôle attribué à la France par les États-Unis, c'est bien sûr de contribuer à affaiblir la Russie au niveau de ses alliés. C'est tout ce que la France peut faire. La France est simplement en mission des États-Unis dans la guerre qui oppose les États-Unis au bloc sino-russe. C'est ça la vraie réalité. Maintenant, la France ne peut même pas retourner l'Algérie. En réalité, la France veut utiliser l'Algérie pour obtenir gain de cause dans ce qu'elle veut dans la partie nord du Mali. Premier point. La France veut utiliser l'Algérie pour bien sûr obtenir, en tout cas du Mali, le retrait de la lettre ou de la démarche et de la procédure que le Mali a engagée pour incriminer la France dans son soutien contre le terrorisme. N'oubliez pas, les éléments de preuve n'ont pas été jusqu'à présent contestés par la France. Au même moment que je vous parle, n'oubliez pas que le président Macky Sall du Sénégal a été mis en mission pour servir de médiateur entre le Mali et la France dans cette question. Le Mali envoie une lettre à l'ONU. Le président du Sénégal se propose médiateur. Mais où va ce monde? De quoi il est question? Si nous sommes des pays frères, le président du Sénégal dit ok, le Mali dit qu'il est victime de déstabilisation venant de la part d'un tel pays. Voici, j'apporte tout mon soutien au Mali et là je suis du côté du Mali. Si le Mali doit être agressé, les Sénégalais sont là. Mais au même moment, c'est lui qui court proposer une médiation. Il y a quelle médiation qui est là? Quelqu'un te dit que j'ai été volé, tu dis je propose une médiation entre le voleur et toi. C'est quoi cette histoire? Dans quoi l'Afrique est? Donc comprenez, Macron n'est pas de taille à affronter la Russie, mais tout simplement, il est en mission des États-Unis pour vouloir affaiblir un peu la Russie au niveau de ses alliés, contrer l'influence de la Russie auprès de ses alliés. Même l'Algérie, la France ne veut pas de l'Algérie. N'oubliez pas que la présence militaire de la France au Mali, c'était aussi une façon de mettre une ceinture sécuritaire tout autour de l'Algérie. Donc l'Algérie sait bien sûr qu'elle est dans un même panier avec le Mali dans cette histoire. L'Algérie ne peut faire autrement que de bouder la France une fois de plus. Je ne pense pas que Macron est reparti avec quelque chose de solide. Ne vous fiez pas à la conférence de presse. L'Algérie n'a pas du tout condamné le Mali lors de cette conférence de presse. Bien au contraire, il y a beaucoup de combines.
Nous savons qu'entre les États, il y a question d'intérêt. Mais une fois de plus, je vous rassure que la France est en Algérie pour 2 cas majeurs. Premier cas, comment retirer cette plainte du Mali. Deuxième cas, comment l'Algérie peut l'aider, en tout cas, à mettre quelque chose au nord du Mali pour encore déstabiliser le Mali, puisque la France veut déstabiliser le Mali sur tous les fronts. À partir de la Côte d'Ivoire, à partir du Niger, et maintenant, la France veut tenter cela du côté de l'Algérie, du côté du nord Mali. Donc, la France est dans son rôle. Et le troisième point, c'est un peu à ce qui concerne la crise ukrainienne. Là, c'est purement des questions énergétiques, puisque la France veut l'alternative au gaz russe. Donc, c'est un peu la mission de Macron. Il est en mission, bien sûr, de Joe Biden. Merci. De revenir sur ce plateau, de la parole au patriarche Simon. Alors, Nestor Podassé, rapidement aussi votre avis sur cette question. Alors, est-ce que vous avez le sentiment que la France est à mesure de pouvoir gagner cette bataille, cette confrontation directe avec la Russie sur le terrain en Algérie? Je pense que, monsieur le journaliste, vous partez trop loin. Si la France n'a pas pu gagner la bataille face au Mali, c'est pas avec la Russie que la France va gagner. Et nous avons vu que la France même a perdu la bataille face à l'Algérie. La guerre de l'Algérie face à la France a perdu. Donc la France a perdu face au Mali, la France a perdu face au Vietnam, la France a perdu face au niveau de Centrafrique. La France a perdu. Alors la France ne peut pas se confronter à la Russie, ce n'est pas possible. La France ne peut pas gagner. Non, non, non. Ça, il ne faut même pas fixer le rythme. Il ne faut pas qu'on va se flatter. La France ne peut pas se mesurer à la Russie. De manière loyale. C'est pour vous dire quoi? La France, ce qui fait la force de la France, c'est le sous-sol africain que la France pille. C'est le franc CFA que la France a le monopole. Ils imposent aux 14, aux 15 pays africains qui consomment le franc CFA. C'est ça qui fait la force de la France. Maintenant, ils sont au bout. Ils reviennent maintenant créer le terrorisme pour recoloniser l'Afrique. L'Afrique a découvert et dit, bon, question de franc CFA, il faut mettre fin. Question de terrorisme, il faut mettre fin. Donc la France, c'est qu'il a une chute libre. Maintenant, il faut chercher de négocier pour dire, bon, voilà. Il faut négocier avec lui pour que le Mali ne mette pas mon puits dehors. Sinon, si on met dehors, ça serait un soulèvement général. C'est ça qui est là. Sinon, il n'y a rien d'autre. Moi, pour couper, je n'irai pas trop loin. Je dirais que la France ne peut même pas faire la guerre au petit pays qui est le Burkina Faso, à plus forte raison à la Russie. Même le Burkina Faso, nous, amène-nous ici. On a bloqué l'année passée tout un convoi de l'armée française, un convoi de l'enfer de l'armée française ici au Burkina Faso, tout un convoi qui est long, des kilomètres. Nous avons bloqué les nuits. Dès qu'on a bloqué ça à Bobo, à Ouaga, arrivé à Kayala, quand ils ont bloqué en 24 heures, je vous assure, le deuxième jour, à partir de 10 heures, il y a des soldats français qui tombaient, et l'hélico est quitté à Kamouense, venir les chercher. C'est des hommes très fragiles, ils ne tiennent pas. Donc moi, je vais vous dire, face à face, Burkina et France, les deux pays vont battre la France. Donc ce n'est pas la peine de mesurer même la France à la Russie. La France est trop petite, il ne peut rien face à la France. Merci beaucoup. Nestor Podassé. Alors, patriarche Simodé, alors on a compris l'enjeu de cette visite aussi, c'est la Russie, c'est cette bataille que se livrent les puissances occidentales sur le continent africain, bien sûr avec ces puissances avec la Russie. Alors, moi je voudrais bien vous poser la question, patriarche. Pourquoi la Russie fait si peur sur le continent africain? Vous savez, l'avantage de la Russie, c'est que ce n'est pas un pays colonisateur. La Russie n'a colonisé aucun pays, que ce soit en Afrique ou ailleurs. Je ne suis pas dans l'histoire, mais je suis convaincu que c'est... Et la Russie fait très très peur parce que c'est un pays souverain qui ne pense qu'à aider les autres. Parce que vous n'entendez aucun pays se plaindre de la Russie pour l'avoir colonisé ou maltraité, comme la France l'a fait avec les pays africains. Et vous savez, quand on voit par exemple la présence de Macron en Algérie, moi je dis Macron parce que, vous savez, le nom de quelqu'un détermine ce qu'il est. Disons que Macron, c'est son nom. Bien prononcé, patriarche. Je ne suis pas français.
Je suis pas français. C'est son nom. Macron. Et même si je disais Macron, quand je dis Macron, combien de personnes meurent? Ils ont tué des milliers de gens en tirant. Moi, je insulte seulement, il y a combien de morts? Vous nous reprochez d'insulter. S'ils nous avaient insultés, on serait vivants. Mais ils nous ont tués, assassinés, esclavagés pendant des années, monsieur. Supporter que dans la colère qu'on dit ce qu'on pense. On est passé pour caresser les gens dans le sang du poil. Je suis désolé. Et je vous dis une chose, monsieur. Le sage ne dit pas tout ce qu'il pense, mais pense tout ce qu'il dit. Le sage ne dit pas tout ce qu'il pense, mais pense tout ce qu'il dit. Oui. Donc, je voudrais dire, la présence de M. Macron en Algérie ne va pas résoudre le problème de la France par rapport... Parce qu'il y a le contentieux historique qui demeure. On peut pardonner, mais on ne peut pas oublier. Vous voulez que les gens oublient les milliers de morts, les enfants qu'on a réduits. Tiaroy est encore vivace dans notre tête. On a tué des milliers d'Africains, au Cameroun même. Des milliers d'Africains sont morts. Des Camerounais sont morts, partout. Et vous voulez qu'on tolère les gens qui continuent à venir nous mépriser, nous insulter dans notre continent? Un monsieur vient au Cameroun. Vous venez dans la maison de quelqu'un, vous lui demandez quand est-ce qu'il va partir. Un Français vient au Cameroun demander à un monsieur dans sa maison quand il va partir. Vous trouvez ça normal? Et vous le contrôlez? Non, il faut qu'on mette un terme à cette histoire. La France pense qu'ils vont passer tout le temps à emmerder, à insulter les Africains. Heureusement, la Russie est dans tous les pays africains aujourd'hui libérés. Je vous donne un cas. La dernière base militaire française à Bangui, dans 2 mois, ils vont partir là. La dernière base militaire de Poko, à l'aéroport de Bangui, il y a 130 Français qui vont partir de là d'ici à la fin de l'année. Ce sera terminé pour la France française en Centrafrique. Parce que la Russie a réussi à maîtriser, à imposer la paix, à imposer la tranquillité en Centrafrique. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire dans tous les pays africains. Les pays africains devraient plutôt se mettre ensemble sérieusement pour mettre un terme à la présence de la France en Afrique. Ça, c'est une chose très importante. Donc, les Français peuvent venir en Algérie pleurnicher, mais ça ne va pas résoudre le problème de leurs problèmes. Les gars, on n'en a rien à cirer. Ils ont passé tout le temps à piller les pays africains, à prendre des produits dans tous les pays africains sans débourser un seul centime. Ne me dites pas que le franc CFA qui fabrique là, ça leur permet de payer les choses. Quand quelqu'un fabrique de l'argent et vient dans des pays où il prend les choses pour prétendre qu'il achète, il achète quoi? Rien du tout. Pour rappeler M. Boubacar, sachez que quand par exemple là, le Fonds monétaire international donne 1 milliard à un pays africain, ce qui arrive dans le pays là, c'est 400 millions. 600 millions restent dans les caisses françaises, au trésor français. C'est 1 milliard. C'est 1 milliard. Pourquoi? Parce qu'ils prennent 50% sur le falsifié prétexte que ce sont les devises. Et la société qui permet de transformer cet argent, on leur donne 100 millions. Et il y a 400 millions qui arrivent en Afrique et on rembourse 1 milliard. On passe tout le temps à s'endetter avec des voyous comme ça, ils ne voulaient pas qu'on le dise. Ce sont mes enfants qui vont payer. Ce sont vos enfants qui vont payer. On a le devoir d'informer les Africains sur la réalité du comportement français dans les pays africains. Et ça dure depuis 70 ans, M. Boubacar. Vous voulez qu'on tolère? Moi, je suis militant de l'UPC. Vous voulez qu'on a tué Oumiobe, au sein de la FANA, tous ces gens-là, on les a tués. La France les a tués. Et vous voulez qu'on tolère? Qu'on ne les insulte pas? Ils ont tué des gens, nous on insulte. Entre les insultes et les tuer, quel est le plus grave? Non, ils sont sérieux. C'est pas parce qu'on va dire qu'on est en train d'insulter les gens. Moi, je vais bien dire à ceux qui vont nous reprocher d'insulter, qui nous disent où on a mis tous les morts qu'on a tués. Ils sont vivants. On a reconnu au moins le mal qu'ils ont fait en Afrique? Non. Et vous voulez continuer à regarder? Je dis encore aux pays africains, mettons-nous ensemble pour porter plainte contre la France. Et sortir complètement du franc CFA. Et il est temps. Je pense que tous les pays africains sont en éveil pour mettre un terme à la présence française dans tous les pays africains parce que trop, c'est trop. On continue à souffrir. Je vous dis tantôt que quand les Français sont arrivés au Cameroun, par exemple, pour le cas que je connais très bien, ils ont mis en place les bracelets Bastos. Ils ont mis en place une société qui fait dans les produits chimiques. Ils ont mis la CFAO. Ils n'ont mis aucune industrie de transformation. Aucune. Et 70 ans après, on est toujours dans la même situation. Il n'y a que les situations totales partout. Ils ont créé une raffinerie pour transformer et vendre. Rien du tout. Et vous voulez continuer à regarder. Ce qu'ils doivent aux pays africains, ça n'est même pas. On ne peut même pas imaginer. Et certains pays africains, jusqu'aujourd'hui, payent des impôts de la colonisation au trésor français. Parce qu'ils nous ont maltraités, il faut continuer à les payer. Vous voulez qu'on tolère?
Vous voulez contrôler? Non, c'est pas possible. Moi, je dis, je ne peux pas accepter. Vous ne pouvez pas m'empêcher de pleurer quand on me gifle. On me gifle, j'ai mal, je vais pleurer. Ça, je suis désolé, je ne peux pas me taire. J'ai l'obligation de pleurer pour que même un voisin. Et c'est grâce aux pleurs que la Russie s'est mise à nos côtés. Si on te gifle et que tu ne pleures pas, personne ne viendra à ton secours. Personne ne sait pas que tu pleures. Les gens nous pleurent pour de pleurer. Je reçois des coups de poing, je vais rire. Non, je dois pleurer pour que quelqu'un qui peut m'aider vienne au secours et me libère. Et c'est ce que la Russie est en train de faire. D'accord, merci beaucoup. Alors, avant de poursuivre sur ce plateau, mesdames et messieurs, je propose que nous prenions quelques extraits de la conférence de presse du président français en Algérie, avec la conférence de presse donnée également, bien sûr, avec le président algérien. Donc, c'était dans le cadre de cette visite de 3 jours que Emmanuel Macron effectue en terre algérienne. Pouvons-nous, parce que nous avons aussi décidé de regarder notre passé main dans la main avec un devoir de vérité et une volonté commune d'installer cette commission. Le président a parlé, et je serai très rapide pour conclure, des autres chantiers, de la stabilité régionale aux questions internationales. Les crises et les tensions régionales sont malheureusement trop nombreuses. Le Sahel et le Mali sont évidemment dans les priorités de nos deux pays. Et je tiens d'ailleurs à saluer, cher Président, votre implication dans le suivi du respect de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, signé ici à Alger. Et cette visite doit être aussi l'occasion de renforcer notre coopération à cet égard, aussi dans la lutte contre le terrorisme, en particulier dans le cadre de ces coopérations régionales. Et je terminerai mon propos en évoquant l'Ukraine, dont nous avons parlé, nous continuerons de parler avec le président Tebboune. L'Ukraine qui voit sa souveraineté violée et son territoire occupé par une puissance impériale qui mène contre elle une guerre d'agression. Et je sais l'attachement de l'Algérie au respect des États et de leur souveraineté. C'est pourquoi mettre fin à la guerre en Ukraine doit être une cause commune. Cette crise, l'ensemble des crises qui sont le fruit de cette guerre lancée par la Russie, qu'il s'agisse de crises humanitaires, diplomatiques, alimentaires, énergétiques, déstabilise profondément l'ensemble de la planète et tout particulièrement le continent africain, faisant courir des risques de pénurie. Et je crois que notre responsabilité est aussi de les traiter ensemble. Voici quelques-uns des axes que je souhaitais ici développer, mais en m'inscrivant dans le droit fil de ce que le Président mentionnait. Surtout, nous allons continuer d'échanger, de travailler, nos ministres aussi. La visite se poursuivra demain et après-demain. Mais je veux voir dans ce moment et dans ce que nous avons décidé de regarder, d'affronter et de construire ensemble une page nouvelle qui s'écrit de la relation bilatérale, si indispensable pour nos deux pays, nos jeunesses, mais plus largement pour la région et le continent. Et donc je veux vous remercier, Président, pour votre amitié, votre franchise et surtout pour l'ambition partagée. Merci beaucoup. Voilà donc retour sur ce plateau après cet extrait de la conférence de presse, hein, président français, président de la République de l'Algérie. Alors, professeur Jean-Paul Bellec, la Russie, on en parle sur le continent, les gens applaudissent, nous-mêmes sur le plateau, on a acclamé. Il y a quand même certains pays, hein, en particulier en tête de la France, qui estiment que la Russie, c'est une puissance impérialiste. Vous avez suivi le professeur, le président Macron tout à l'heure. J'aimerais bien que vous réagissiez après ça. Bien sûr. Vous savez, vous m'avez appelé professeur, non? Un professeur, ça donne des notes. Quand on veut donner une note, vous estimez que c'est insultant, juste parce que c'est un président. Il est né comme tout le monde. Et quand il s'assoit, il n'est jamais assis sur ses fesses comme tout le monde. Donc le fait d'être président ne fait pas, n'enlève rien au fait que c'est un être humain. D'accord. Bon, moi je dis que le discours de Macron, monsieur Macron, donc, comme ça,
est honteux pour un Français digne de ce nom. Pourquoi? Moi, je suis de nationalité camerounaise, je suis africain, mais mon long vécu en France, depuis ma 8 ans d'enfance, j'ai même fait l'école primaire, l'école secondaire, l'université. Même mes enfants, je les ai fait avec une Française, attendez. Je veux dire que je peux me mettre à la place d'un Français et avoir leur sensibilité. Je dis que M. Macron fait honte à beaucoup de Français. Quand si vous prenez le temps, après sa visite, même demain, d'aller sur les sites français. Je ne dis pas RFI, je ne dis pas France 24, je ne dis pas toutes les chaînes des gens qui ont soutenu Emmanuel Macron, à savoir les LCI, les BFM TV, bref, je ne dis pas ces chaînes-là, au Bolloré, CNews, non. Non, sans compter les chaînes publiques, TF1, Antenne 2. Toutes autres chaînes. Vous allez voir l'opinion commune des Français, ce serait qu'il nous fait honte. Pourquoi? Ce monsieur-là, il est en Algérie. S'il n'a pas reçu le coup au Cameroun, l'Algérie va réussir. Il est en Algérie, et l'Algérie est un partenaire fort en Afrique de la Russie. Si ça a été mal reçu au Cameroun, c'est pas en l'Algérie, ça va donner quelque chose. Il y a des bateaux militaires russes qui sont sur les quais d'Alger, dans les ports algériens. Il n'est pas en territoire conquis, il parle comme si c'était un territoire conquis, comme s'il pouvait donner... En fait, c'est du maquillage pour faire croire que la France plaise encore quelque chose, surtout tromper les Français naïfs. Tous ceux qui sont fait avoir par le coronavirus, vous savez que c'était la dictature sanitaire. Plein de Français sont tombés dans ce panneau, mais ils regrettent, mais ça fait, il est déjà tard. Combien il y en a qui sont mis à la 4e piqûre, ok? C'est pas vaccination, hein, piqûre, c'est pas vaccination. Pfizer, tout ça là, c'est pas des vaccinations. On va aller rapidement parce qu'on va sortir tout de suite dans, donc c'est pour dire, de cette thématique. Il dit ça en Algérie. Donc, oui. C'est ridicule. Voilà. Nous on est africains. C'est-à-dire que les Algériens sont des Africains, non? On fait les formes là, comme si, bon, ok, on entendait, on comprenait rien. Il n'aura rien de valable parce que, il dit que les Russes sont des impérialistes. Attendez, qui a colonisé l'Afrique? Les Algériens, 1830, ils connaissent pas. Les 93 tonnes dont Linda Laboy parlait ce matin à l'île Rouge. C'est pas la France. Lui, Philippe, là, il sait pas, il était endetté, non? Il s'est pas refourgué comme ça, en venant conquérir l'Algérie. Hein? Alors, et sans compter tous les biens culturels. Attendez, qui a fait la colonisation? La Russie aussi a fait la colonisation en Afrique. Depuis quand? Hein? Et lorsque les Russes soutenaient, après l'Union soviétique, les mouvements de libération, c'était pas la libération vis-à-vis des pays occidentaux qui colonisaient l'Afrique. Est-ce que les Russes, pour autant, ont cherché à avoir quelque avantage que ce soit? Ils étaient en Angola, ils ont été l'MPLA, ils étaient au Mozambique, mais quand on leur a dit, est-ce que, monsieur Joao, là, ou Jean, je sais pas qui, là, le président angolais actuellement, Joao, là, voilà, il est plus proche des États-Unis ou de la Russie sur le point de vue politique, économique et tout? Plus des États-Unis, non? La Russie, elle a été en Somalie. À chaque fois qu'on a dit aux Russes, vous partez, ils partaient. On a dit aux Français de quitter le Mali. Ils ont mis combien de temps? Au fait, bonne nouvelle, hein. Ils sont aussi en voie de quitter la Centrafrique. La dernière base, là, au niveau de Poko à l'aéroport, voilà, c'est fini, hein. Au maximum de novembre, ils seront même plus là. Même avant, ils seront partis déjà. En tout cas, c'est plié pour eux. Donc, qui colonise qui? Nous savons les bienfaits de la Russie. Pas seulement en Afrique, mais même pour les pays comme l'Égypte, y compris la Chine. D'accord. Merci. Non, il peut pas. Non, c'est qu'il faut qu'on. Lui, hein, non, écoutez, je chute là. Oui, très bien. On va aussi avoir l'avis très rapidement pour sortir. Parce qu'il y a un deuxième sujet. C'est-à-dire que nous, quand on veut donner sa note à Macron, on passe pour des vilains, quoi. Voilà. Mais lui, là, il n'est pas en train de prendre les Africains pour des imbéciles. Quand il dit, il fait croire que la Russie est impérialiste, il fait croire que c'est la France qui va faire quoi que ce soit pour l'Afrique. Mais attendez, les Algériens ne sont pas dupes. D'accord, merci beaucoup. Alors, Nestor, pour danser rapidement votre réaction suite à cet extrait des propos du président français. Je voudrais encore en ajouter un autre, parce que le président français s'est adressé à la jeunesse africaine. Alors, je vais dire simplement, la jeunesse africaine, expliquez-moi le problème et ne vous laissez pas embarquer parce que votre avenir, ce n'est pas l'anti-France. Oui, la France est critiquée, elle est critiquée pour le passé parce qu'on a trop longtemps des malentendus s'installer et aussi parce qu'il y a une immense manipulation. Alors, moi, je pose la question, les Africains se plaignent sur le continent et la France manipule. Alors, la France
à travers son président que on les manipule. Alors finalement, on comprend qu'on est un peu perdu. Comment est-ce que vous interprétez ces propos du président français? Emmanuel Macron, il faut qu'il nous dise, nous la jeunesse africaine, qui nous manipule. Personne ne nous manipule. D'abord, l'année passée, il a menti que nous sommes financés par les réseaux russes. Nous avons dit que s'il a les preuves de mettre ça sur la toile, il n'a pas pu. Il n'y a pas preuve que nous sommes manipulés par les réseaux russes. Deuxièmement, il vient dire que nous sommes manipulés. Nous sommes manipulés par qui? Nous sommes manipulés par personne. Et aujourd'hui, moi, j'ai fait le diagnostic dans le monde entier. La jeunesse qui a plus de confiance, qui a une conscience éveillée aujourd'hui, c'est la jeunesse africaine. C'est la jeunesse africaine qui a une conscience éveillée. Moi-même, des fois, j'ai fait sortir certaines analyses face aux aînés. Maman comme papa, ils restent tranquilles. Que, ah, tu es petit en âge, mais ouais, tu vois les choses plus loin que moi. J'ai dit non. C'est chacun son don. Et Dieu même a dit, c'est maintenant ou rien. Et que la jeunesse doit être libérée. La décennie 2020-2030, notez ça très bien. Je parle à mon Dieu Vision. Notez ça très bien. Décennie 2020-2030, c'est pour l'Afrique. Et l'Afrique sera enterrée totalement. Au plus tard 2030, la France-Afrique sera enterrée définitivement. Notez ça très bien. Et les choses vont aller plus vite que prévu. Voilà. Ça, c'est la jeunesse qui va faire accélérer les choses. Aujourd'hui, au Burkina Faso, je prends un exemple très simple au Burkina Faso. Je ne connais pas trop les réalités de certains pays, mais je sais que c'est la même chose. Mais l'un pays où je vis, où cette réalité a rattrapé le Premier ministre, c'est parce que nous avons mis la pression. Matin, midi, soir, nous avons mis la pression en bloc. La pression est montée très haut. C'est ça qui a fait que le Premier ministre reconnaît que la jeunesse est décomplexée. La jeunesse n'a pas peur, elle est éveillée, elle a une prise de conscience grandiose. C'est pour cela que le Premier ministre burkinabé a reconnu ça dans son discours. Chose qui était impossible les années passées pour un ministre ou un Premier ministre de titiller même le parrain terroriste qui est la France. Tout le monde savait que c'était la France, mais nos autorités politiques, militaires, administratives, présidents, personne n'avait le courage de dire que c'est la France qui est notre problème. Personne, sauf la jeunesse. Alors donc, de quoi Macron parle? Aujourd'hui, au Burkina Faso, tous les leaders d'opinion, commençant par les politiques, les religieux, les coutumiers, personne n'a eu le courage de dire la France, tu nous emmerdes, c'est toi qui nous fais du mal. Quand Thomas Sankara disait aux religieux et aux coutumiers, travaillez, ne vous asseyez pas, pourquoi on vient vous donner des dons pour que vous vivez de cela? Parce qu'un criminel qui vous donne à manger, le jour que tu vas découvrir son crime, tu ne peux plus parler que c'est un criminel. Ils n'ont pas écouté. Les coutumiers ont passé tout leur temps à prendre l'argent de la France. Les religieux ont passé tout leur temps à vivre des dons des gens. Aujourd'hui, ils sont incapables de prendre position du côté du peuple qui est en train de lutter. La seule responsable politique au Burkina Faso qui a eu le courage de rejoindre la lutte de la jeunesse, c'est Molik Yenikom. C'est la seule dame pour le moment. Donc nous lançons appel à toutes les autres partis, présidents des partis politiques, de prendre position côté du peuple. Si vous ne prenez pas position maintenant pendant les élections en fin de transition, ne venez pas vers nous pour battre la campagne. Sinon, on va bloquer vos cortèges comme on a fait avec l'armée française. Donc que Emmanuel Macron arrête d'aboyer parce que notre prise de conscience, nous ne sommes pas manipulés. Et la France est un pays mendiant. Notre sous-sol, le Burkina seul est plus riche que la France. Alors, donc, de quoi nous parlons? Emmanuel Macron doit respecter les Africains. Il est en position de faiblesse. Au lieu de demander pardon, parce qu'il a fait tuer nos grands-parents, il nous a tués, il a envoyé terroristes nous tuer. Au lieu de venir demander pardon, il est encore dans son arrogance que nous sommes manipulés. Attention à lui. Hein. Merci. On vous a suivi. Merci. On va parler de du Burkina Faso hein, dans quelques poussières de minutes, hein, puisque c'est la deuxième thématique de cette émission. Avant de revenir sur ce plateau, alors je voudrais qu'on reste en multiplex avec vous hein, pour sortir hein, de ce sujet avec vous hein, avant de retrouver les autres panélistes ici. Issa Diawara, alors nous parlions de la manipulation. Alors pour d'après le président français,
la jeunesse africaine est manipulée. Alors, dis-nous un peu, comment est-ce que vous comprenez cela? Tout à l'heure, Nestor Podas a rejeté pratiquement en bloc cette question de manipulation de la jeunesse africaine. Alors, quel est un peu votre avis à ce sujet? Moi, je pense oui, nous sommes manipulés, mais manipulés par notre instinct de vérité. Nous sommes manipulés, oui, par notre instinct de vérité, par notre soif de justice. Si cela s'appelle manipuler, donc là, nous sommes manipulés. Ça dépend du sens que Macron donne au mot manipuler. Peut-être que nous n'avons pas la même définition du mot manipuler. Si vouloir revendiquer, en tout cas, les droits de vivre, si c'est être manipulé, là, nous sommes manipulés. Si vouloir se battre pour rendre justice à son peuple, c'est être manipulé, là, nous sommes manipulés. Si vouloir réécrire la vraie histoire de notre continent, au moment où on fait croire que nous étions des barbares des premières ères et que la colonisation s'explique par le désir de vouloir nous civiliser, si vouloir réécrire cette histoire, c'est être manipulé, oui, Macron, là, nous sommes manipulés. Nous sommes manipulés dans ce cas pour être des hommes libres. Mais par contre, lui qui manipule Macron, lui, il a un instinct satanique. C'est comme ça que je comprends. Parce que le débat, ce n'est pas autour de la France ou bien de l'Italie ou bien de l'Espagne. Il s'agit de l'Afrique. Mais pourquoi vient-il donner des leçons aux Africains sur des sujets concernant l'Afrique? Même si nous, on se mangeait entre nous là, c'est quoi son problème? Mais il a quel problème en fait? Et c'est nous, Africains, nous mêlons des problèmes européens là-bas. Et c'est nous, nos chefs d'État, partent se promener en Europe pour dire oui, méfiez-vous d'un tel aux Pays-Bas, ou bien un tel en Allemagne, il est extrême droite, il est extrême gauche. Et c'est nous, on parle parler du quotidien des Européens en Europe. Mais pourquoi Macron vient parler, doit venir essayer de juger, d'attribuer des qualificatifs, mais j'en viens à nos chefs d'État qui reçoivent Macron et à côté de qui il tient de tels discours. Mais qui est-il pour insulter des gens? Et généralement à côté des chefs d'État africains. Regardez comment il s'est mis à vomir sur le Mali et à côté du président Bissau-Guinéen. Vous savez, l'Occident, le problème de l'Occident, il faut se poser la question, l'Occident là-même c'est quoi? C'est quoi le problème de l'Occident? Je vais être très bref. Mais l'Occident, ce sont ces mêmes Européens qui ont colonisé l'Amérique, parce que l'Amérique est gérée par les Européens, par l'élite européenne en fait. Donc ces Européens-là qui sont partout, qui ne voient, qui ne jurent que par, en tout cas, par leur mode de vie. Il faut agresser tous ceux qui ne pensent pas comme eux. Et si l'Afrique était un continent purement des blancs, est-ce que l'Afrique allait être agressée? La réponse est non. Mais ils ne veulent même pas vous voir sur les réseaux sociaux. Dès que vous parlez du mot race, on vous bloque. Mais pourtant, c'est à cause de ces mots race-là qui sont en train de combattre le monde entier. C'est quoi leur problème avec la Russie? Juste un problème d'idéologie? Parce que la Russie veut régner comme ça, et l'Occident pense qu'il faut diriger comme ça. À cause de cela, la Russie devient un État impérialiste, un État criminel, et qui ont esclavagisé le monde entier, et qui continuent de venir ici, continuent de nous coloniser. Macron continue à se promener entre les États africains. Macron a toujours l'armée française partout en Afrique, jusqu'au Gabon. Là-bas, il y a le tourisme. Mais c'est quoi cette histoire finalement? Lui, il est qui là pour nous attribuer des qualificatifs? Mais si nous restons en Europe et gérer le problème européen, c'est pas mieux? Donc je pense si une personne est manipulée, c'est bien sûr M. Emmanuel Macron. Merci bien. Maurissa Diawara. Alors, André Christelle Fanga, je reviens avec vous sur le plateau. Alors, on reste quand même dans ces extraits des déclarations. Il y a aussi cet autre extrait, on n'a pas pu diffuser. Alors, dans ses propos, le président Macron a dit ceci. Alors, lorsqu'on sait aussi que à travers le continent africain, il y a ce que d'aucuns appellent pratiquement un sentiment anti-français. C'est aussi, il faut le faire savoir, c'est le contexte de cette visite sur le continent africain avec la Russie qui avance au président Macron de dire, soyons clairs, beaucoup des activistes de l'islam politique ont un ennemi, la France. Beaucoup de réseaux qui sont poussés en sous-main,
qui par la Turquie, qui par la Russie, qui par la Chine ont un ennemi, la France. Et un ennemi, c'est la France. Ça met tout le monde d'accord, c'est trop facile. Cela a peut-être été le combat de vos grands-parents, de vos parents, mais partout en Afrique, on vous raconte des cacs. Alors, c'est un petit baratin qui ne vaut absolument rien. Un petit baratin qui ne vaut absolument rien. Pourquoi? Parce que chez nous en Afrique, on dit quand tu danses mal, tu accuses ton pantalon. Et même quand tous ces mots-là, toutes ces déclarations-là, vous allez retrouver que quand votre adversaire, même quand il danse sous la pluie, on va dire qu'il soulève la poussière. J'emprunte au compte de mon frère, ami Simo. Même si vous dansez dans la pluie, votre adversaire va dire que vous soulevez la poussière. Donc on va trouver quelque chose, toujours un élément pour discréditer, pour dire que la vérité c'est que tu ne peux pas réfléchir de toi-même. Mais c'est une insulte aux Africains, n'est-ce pas? De dire aux Africains que non, c'est vos aïeux, c'est vos parents qui ont combattu ça, qui ont vu de ce genre de bataille, et donc nous on ne doit plus avoir ça parce que nous sommes une nouvelle génération. Mais soyons sérieux. Est-ce que le franc CFA n'existe pas toujours? Qu'est-ce que le franc CFA? Franc de colonies africaines. Il y a de cela combien d'années? Plus de 60 ans aujourd'hui. Ça existe toujours. Et le franc CFA, il faut rappeler que c'est l'Allemagne qui a créé le franc CFA, cette monnaie. C'est l'Allemagne qui a créé le franc CFA au niveau de la France. C'est l'Allemagne qui avait imposé cette monnaie à la France, cette monnaie nazie. Parce que la France était sous colonisation allemande. Donc, quand l'Allemagne a quitté la France, grâce encore à la bravoure des pays africains ou bien des Africains, maintenant, le général de Gaulle a imposé cette monnaie-là dans les colonies françaises. Donc, vous voyez, le mal qu'on l'a fait, il a reproduit ce mal-là sur les Africains. Et que nous aussi, on est conscient aujourd'hui que maintenant, on ne va pas continuer à vivre avec le franc CFA. Donc, quand je vois un billet de 10 000 dans ma poche, je suis un colonisé. Ça me rappelle que je suis un colonisé, je suis une chèvre. Donc, normalement, comme je ne suis plus une chèvre, comme dans mon âme et conscience, je sais que je ne suis plus une chèvre, je dois couper la corde qui me tient le cou. Quand je vois Canal Sat sur le toit, n'est-ce pas, d'un Africain, qu'il sache qu'il est un colonisé. Parce que c'est les réflexes de la colonisation. C'est le legs, l'héritage de la colonisation. Quand un gars soulève une 33, il boit. C'est un colonisé. C'est-à-dire, tout ce qui utilise les produits brasserie sont des colonisés, surtout la brasserie française. Tu es un colonisé. Tu rappelles que non, je suis un esclave. Est-ce qu'il y a l'alternative sur le continent? Mais il y a une alternative. C'est une question que je pose, c'est une question de jour. Mais je vous dis, monsieur Mochili, il y a des alternatives. Qui sont lesquelles? Il vaut mieux. On est en train de donner des informations, bien sûr, de pouvoir servir les téléspectateurs. Prenons un exemple simple d'une alternative. Oui. 5 000 francs abonnement Canal Sat, c'est-à-dire vous payez 5 000. Sans publicité, bien sûr. Mais bien sûr, c'est des conneries. Vous savez que Canal Sat, c'est une connerie. Voilà. Donc, quand vous avez 5 000 francs, vous payez sur 1 million d'abonnés seulement au Cameroun, ça fait 60 milliards. Vous avez 15 pays africains qui utilisent Canal Sat. Ça fait 60 milliards fois 15 par mois. Par mois. Vous imaginez combien ça produit? Est-ce qu'on n'est pas capable, ces 15 pays francophones, de se mettre ensemble et de dire que nous cotisons cet argent, nous avons un satellite qui porte Afrique Média, qui porte les autres chaînes, qui porte tous les autres. Vous payez combien, vous, Afrique Média, le PDG de cette chaîne, paye combien pour le satellite? Pour être sur satellite? Des tonnes de millions. Alors, est-ce qu'il n'y a pas de solution? Parce que quand nous parlons aux Africains, on croit que c'est impossible. On est incroyable. On nous a bernés, on nous a cernés, on nous a introduits dans une fausse éducation. Une fausse éducation qui ne vaut absolument rien du tout. Parce que même le système éducatif, d'ailleurs, le professeur Beneg en parlait tout à l'heure, vous prenez les étudiants, vous les de 7h30 à 20h à l'université, de lundi à dimanche. Les gens vont réfléchir comment? Ils seront ingénieurs comment? Et je crois que c'est Simon qui avait dit ici un jour sur ce plateau, j'ai abandonné l'ingénierie pour devenir ingénieur.
on doit abandonner ce qu'on appelle les ingénieurs pour devenir ingénieux. Parce que quand tu deviens ingénieux, ça veut dire que tu deviens créatif, tu deviens plus performant, tu mets ton génie créateur en marche. Et c'est ce que nous avons en Afrique. Nous avons du potentiel. Est-ce que Covid, nous n'avons pas, soi-disant, si elle existait, cette maladie, moi je considère que, pour moi, elle n'existait pas. Donc, si Covid, ceux qui étaient malades du Covid, ceux qu'on disait qu'ils sont malades du Covid, est-ce qu'on ne se soignait pas chez nous en Afrique avec les différents éléments que nous avons dans notre terre? C'est-à-dire, on avait un peu de goulbetara, les machins, on avait plein de choses on a fait. Simon en a fait des décoctions qui ont résolu ces problèmes et qui continuent à résoudre des problèmes. Donc, on a des solutions endogènes. Notre développement et non des solutions exogènes. Donc quand nous le disons, nous disons aux Africains, mais non, réveillez-vous. Le plus grand problème, c'est que des gens comme Macron ne doivent plus atterrir sur le territoire africain. Rappelez-vous de la dernière entretien entre M. Nicolas Sarkozy et Vladimir Poutine. M. Nicolas Sarkozy était dans ses grands chevaux, en train de dire, de vanter la France. Après, Macron Poutine lui a seulement dit que la France, petit pays comme ça, la Russie, comme ça. Donc si tu t'amuses, c'est les reporters français eux-mêmes qui ont fait le reportage. Monsieur Nicolas Sarkozy est sorti de cet entretien hébété. Donc, regardez la carte de l'Afrique, mon cher journaliste, brillant journaliste que vous êtes. On représente la carte de l'Afrique. L'Afrique, c'est 30 millions de kilomètres carrés qui englobe l'Europe, les États-Unis et l'Asie. Je dis 30 millions de kilomètres carrés, parce que l'Europe c'est 9 millions de kilomètres carrés. L'Asie, je crois, c'est 10 millions. Et les États-Unis, 9 millions encore. Donc, ça ne fait même pas les 30 millions de kilomètres carrés du territoire africain. Et on dit que non, on est français, on est quelqu'un qui est extrêmement riche comme moi. C'est le temps de me dire que pays pauvre, très endetté. Quelqu'un qui est extrêmement riche. Comment vous pouvez appeler les Centrafricains pauvres? Comment vous pouvez appeler le Niger, où la France exploite avec sa société Orano 40% à 60% de l'uranium, n'est-ce pas? Et ces 60% de l'uranium alimente en matière d'énergie la France. Donc si la France est énergisée, a de l'énergie, c'est grâce au Niger. C'est-à-dire 40% de cette énergie de la France est cueillie au Niger. Je dis simplement que, Monsieur Macron, nous vous en supplions, vous et votre politique française, il ne faut pas que ça passe à une autre étape. Parce que nous sommes encore dans l'étape de la douceur, professeur Mbele. Nous sommes encore dans l'étape des conseils. Nous sommes encore dans l'étape où, vraiment on le dit, parce qu'à un moment donné, on en a marre, on va passer à une autre étape, et cette étape-là risque d'être violente. Et ça, nous ne voulons pas ça, nous ne sommes pas des peuples violents. Nous ne voulons pas être... il ne faut pas que la violence verbale se transforme en violence physique. Parce qu'eux, ils nous violentent. Hein. Et ils n'ont pas toléré nos parents. Hein. Eux, ils n'ont pas toléré nos aïeux. Hein. Ils ont versé du napalm. Hein. Ils ont fait des choses incroyables. Ils ont tué à balles réelles. Ils continuent à nous tuer. On vous a suivi, merci beaucoup. Merci, je pense que vous avez suivi. Alors, Patria Simodé, on va sortir de ce premier thème avec vous. Alors, visite d'Emmanuel Macron en Algérie. La France cherchait-elle une confrontation directe avec la Russie? Alors, qu'est-ce que l'Afrique gagne finalement dans tout ça? Si confrontation il y a, si la Russie gagne ou si la France gagne, quel est l'intérêt de l'Afrique dans ce combat? Vous savez, pour exploiter le miel, on n'insulte pas les abeilles. Alors, pour exploiter le miel, on n'insulte pas les abeilles. Très bien. Monsieur Macron ne peut pas venir en Afrique nous insulter en nous exploitant en même temps. Il ne peut pas dire que la Russie, c'est un pays impérialiste quand la Russie n'a même pas colonisé un seul pays africain. Ce n'est pas la Russie qui a le franc CFA en Afrique. Ce n'est pas la Russie qui a les stations totales, les brasseries dans les pays africains. Ce n'est pas la Russie qui a les bases militaires en Afrique. Non, il faut qu'on arrête cet espèce de mensonge. C'est pour ça que moi je dis encore une fois, quand vous dansez avec un aveugle, il faut de temps en temps le piétiner pour qu'il sache qu'il n'est pas seul sur la piste de danse. Sur la piste de danse, c'est clair. Faut pour le piétiner, qu'il sache qu'il n'est pas seul. C'est pour ça que la Russie est en train de piétiner la France pour qu'il sache que là où il est en train de partir, ils ne vont pas s'en sortir. Et ça va être très grave pour eux. Je dis encore une fois, la France est en train de perdre totalement l'Afrique.
totalement. Il y a même pas, ils ne vont même pas récupérer une aiguille. Au contraire, si ce n'était pas leur connu, où ils sont mis avec tous les autres pour mettre en place leur histoire qu'ils appellent l'ONU, le FMI, les autres, toutes ces organisations de voyous, c'est que l'Afrique ne sait pas là où on est. Parce qu'on a le continent le plus riche du monde. Parce que si vous voyez les gens venir en Afrique lutter, faire la bagarre, avez-vous déjà vu un riche quitter sa maison pour venir habiter dans la maison d'un pauvre? Jamais. Montrez-moi un exemple. Quelqu'un qui jette sa très belle demeure, il vient s'asseoir dans la maison d'un pauvre. Vous avez vu ça où? Si les gens luttent pour venir s'asseoir, ça veut dire qu'on a tout ce qu'il faut et ils n'en ont pas. Donc, c'est à nous de nous organiser pour les mettre hors d'état de nuit. Et il est temps. Je suis très heureux de voir que je peux aujourd'hui fermer les yeux en me disant que l'Afrique est en train de se réveiller. Et quand je vois les jeunes qui interviennent partout au Mali, partout dans l'Afrique, en disant que la France doit partir, je suis très heureux. Et la dernière en date, c'est en Centrafrique où ils sont en train de partir. Parce que une base militaire en Centrafrique, au Gabon, au Tchad, ça veut dire que le Cameroun est en danger. Si ces bases militaires commencent à partir, ça veut dire que désormais, les terroristes dont on parle, ils vont plus exister parce que les armes ne tombent pas du ciel pour que les terroristes aient ces armes-là. C'est quelqu'un qui leur donne. Et c'est quelqu'un, c'est la France. Et ils font comment? Ils payent les terroristes. Je connais les salaires de chaque terroriste dans des pays africains. Les terroristes ont 200 000 dans des pays africains. On leur donne les armes, on leur donne tout et tout et tout. On leur donne les motos, on leur donne les voitures pour sillonner tous les pays, pour faire du mal là où ils veulent. Donc il faut mettre un terme à cette histoire. Et nous on est sur les plateaux de télévision, pas pour chercher à créer des problèmes, mais pour dire aux gens que si vous ne faites pas attention, parce que quand vous êtes à côté du lion, vous attrapez la bûche pour nourrir le lion. Le jour où il n'y a pas de biche, le lion se rappelle que vous êtes une biche. Et ne mourra pas. Donc, que les gens qui pensent qu'ils vont travailler avec, qui sont des mercenaires au service de la France, qui sachent que demain, ils seront les prochaines victimes et ils vont pas s'en sortir. C'est le lieu ici dit vraiment à tous nos chefs d'État africains que si vous prenez votre enfant, vous leur envoyez en formation chez votre ennemi. Il rentre chez vous, c'est pas pour vous rendre service. Il va être au service de votre ennemi qui l'a formé. Donc il est temps de mettre un terme à tous les rapports, les formations qu'on envoie nos enfants dans les pays occidentaux pour les former. Il vaut mieux les envoyer en Russie ou bien mettre en place une structure africaine pour former les Africains entre eux pour être valables, pour être efficaces et éviter la dépendance qui nous lie aujourd'hui à ces pays occidentaux. Merci beaucoup à vous, patriarche Simondé. Mesdames, Messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette première thématique. On vous retrouve... Alors, oui, professeur, je ne peux pas vous refuser cela. Allez-y. Carabistouille. Oui. Parce que Macron, qui est un mot qui est rarement utilisé en français, de France. C'est plus le français de la Belgique. Vous pouvez vérifier sur Google. Carabistouille, il dit partout en Afrique, on vous raconte des cracks et des carabistouilles. Partout en Afrique, c'est nous les Africains. Vous voyez pas qu'ils se moquent de nous. Parce que quand on veut le noter, vous voulez pas. Ils se moquent de nous, non. Partout en Afrique, on sait qui. On raconte des cracks. Carabistouille dit mensonge. Les carabistouilles, c'est les mensonges, des bêtises. Donc tout ce que nous disons aussi sont des bêtises, des mensonges. Et il vient chez nous pour nous dire ça. Nous n'avons pas l'intelligence suffisante pour nous-mêmes juger. Attendez. Et il vient, non, ok, je voulais seulement faire cette remarque. C'est que le discours de Macron, à moins qu'il ait fumé, hein, quelque chose que je ne vais pas nommer. Non, je n'ai pas nommé fumer la cigarette peut-être. Je n'ai pas nommé, je vais vous anticiper. Je n'ai pas nommé, hein. Nous voulons passer à... J'ai dit peut-être qu'il a fumé, je n'ai même pas précisé. Vous vous anticipez. Nous voulons passer de Bon, ok, j'ai chuté. D'accord, merci. Vous n'ayez pas peur des mots. C'est des journalistes français qui ont eux-mêmes fait le reportage que M. Macron doit être parmi les fumeurs de crack. Non, c'est pas une question de peur. Nous disons des choses vraiment. Nous respectons nos téléspectateurs. Oui. Allons donnant des informations crédibles et vérifiables et avec tout le respect. Moi, j'ai dit peut-être, et je n'ai même pas précisé. Très bien, merci beaucoup. On l'a suivi.